Voilà, dans chaque conflit, on a un devoir de montrer que la réalité sur le terrain, elle ne correspond pas toujours aux déclarations de politique qui sont faites par les États, par les grands acteurs, à la vision des choses qui est défendue par les États. Nous, en tant qu'acteurs de terrain, je pense qu'on a la responsabilité de mettre tout ce qu'on a, à notre disposition pour montrer qu'il y a des endroits où le droit international humanitaire est violé, les droits de l'homme sont violés. Voilà, mais toujours selon notre mandat, en fonction de ça. Et je pense que les ONG, on a quand même une grande liberté de ce côté-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette volonté de plaidoyer, de porter témoignage, comme vous le dites, ne vient pas buter, malheureusement, sur la réalité du terrain, qui est que le plaidoyer est contradictoire parfois avec l'action humanitaire de terrain. Le Darfour, je crois, est un bon exemple. Tout dépend de ce qu'on met en œuvre comme plaidoyer. Je pense qu'en tant qu'acteur humanitaire, on peut tout simplement faire un témoignage de la situation humanitaire telle qu'on la constate sur le terrain, avec toute une série d'outils à notre disposition selon la situation. Il peut y avoir des cas... je prends le cas de la RDC où je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur la situation sur place. On peut parler par exemple de la MONUC. Donc la MONUC sur le papier a un certain mandat. Quand on est sur le terrain, on se rend compte qu'elle n'a pas les moyens, tout simplement humains, matériels, de remplir son mandat. Je pense qu'en tant qu'acteur humanitaire, ça c'est une chose qu'on peut dire en tout cas sur la RDC. Après, il y a d'autres pays où effectivement on ne va pas pouvoir dire des choses publiquement parce on risque en gros d'être expulsé du pays ou alors nos travailleurs risquent de se faire agresser. Dans ces cas-là, il y a peut-être aussi d'autres moyens d'alerter un certain nombre d'acteurs sur la réalité de la situation. Donc il faut savoir doser en fait ces outils-là, mais je pense qu'on a quand même la responsabilité de le faire. La responsabilité, oui, mais les moyens limités, mais il y en a, il faut être créatif. D'accord. Il ne faut pas sombrer dans la sinistrose du repli de l'espace humanitaire, qui est un peu un discours qu'on voit aujourd'hui dans le monde des ONG, et puis qui est validé lorsqu'on pense effectivement à l'expulsion des Darfour, au fait qu'on puisse pas aller en Somalie. Vous êtes plutôt optimiste là-dessus? Je ne suis pas optimiste, mais je pense volontariste. Il faut agir. Vous partagez ce point de vue, Daniel Kahn? Oui, tout à fait. Je ne pense pas qu'on puisse parler de recul de l'espace humanitaire. Il y a sûrement des défis. Il y a sûrement quand même un retour des fiertés nationales ou de la souveraineté au sens large. C'est vrai qu'il est de plus en plus difficile de simplement débarquer en tant qu'humanitaire de type un peu occidentaux et de décider qu'on va proposer nos services et développer des programmes pour le bien de la population en passant un peu au-dessus des gens qui finalement sur place détiennent le pouvoir, qu'il s'agisse d'États ou d'acteurs non étatiques d'ailleurs. Donc il y a peut-être des remises en question par rapport à l'approche opérationnelle, mais non, je ne suis pas particulièrement pessimiste. Maintenant, c'est vrai que le CICR, par tradition et par mandat, agit principalement dans les situations de conflit armé, et de plus en plus, on agit aussi dans des endroits où il n'y a pas de conflit armé, mais il y a des situations de violence armée. Et là, on suit de très près certains phénomènes assez inquiétants, comme par exemple la croissance extrêmement forte de la violence urbaine, un peu sur tous les continents, en particulier en Amérique latine. Et le CICR, par exemple, vient d'ouvrir un bureau à Rio, ce qui peut paraître bizarre comme ça, et c'est évidemment pas pour la beauté des plages, malheureusement, mais parce qu'il y a des phénomènes de violence urbaine et d'exclusion de la population qui vit dans certains quartiers qui nous inquiètent. Alors, il y a un acteur dont on n'a pas énormément parlé, bien qu'il était toujours en creux dans nos discussions, c'est finalement le système des Nations Unies. Alors, est-ce qu'on n'a pas le sentiment aujourd'hui, lorsqu'on évoque ces situations de post-conflit, qu'on n'est pas sorti d'un monde qui a été le monde un peu des années 80-90, avec des opérations de l'ONU dont on pensait qu'on mettait beaucoup d'espoir. On pensait que ces opérations de maintien de la paix allaient apporter, à la fin de la guerre froide, quelque chose, une nouvelle régulation. Est-ce qu'on n'est pas encore un peu dans une queue de comète, où il y a des opérations de l'ONU qui existent, qui sont sur le terrain, et puis le fait qu'on en ait quand même tiré aujourd'hui, malheureusement, des conclusions plutôt négatives?
Est-ce qu'on est dans cette situation-là, Philippe Riefmann? Je ne sais pas si on est dans une queue de comète, mais en tout cas, c'est effectivement un certain standard international, une certaine... on n'est peut-être plus dans la situation des années 90, mais le Conseil de sécurité prend des résolutions sur un certain nombre, cherche à déployer des forces. Il a effectivement... il y a au Darfour une vingtaine de milliers de soldats, Union africaine, Nations Unies, qui sont déployés. On peut s'interroger effectivement sur le rôle exact qu'ils jouent et sur leur efficacité, mais ils sont là. Dans le cadre de il y a quand même des demandes très fortes de parties au conflit. Ça fait partie aujourd'hui, semble-t-il, des outils qu'on estime être les outils de résolution des conflits. Alors, je partage le sens des questions de Christian Troubet. Moi, je suis très sceptique et très interrogateur là-dessus, et je pense qu'on devrait faire preuve de créativité, comme disait Néry tout à l'heure sur un autre plan, et réfléchir à d'autres systèmes de médiation, d'autres systèmes de sortie de conflit. Mais la communauté internationale et les Nations Unies sont composées d'États. Donc les États ont un certain nombre, finalement, de types de réactions. Je prends un seul exemple. La situation en Guinée actuellement, fort heureusement, est une situation extrêmement grave, mais qui n'est pas celle d'un conflit armé à l'international. Mais si on écoute un certain nombre d'acteurs en Guinée, un certain nombre d'entre eux demandent finalement la présence de forces des Nations Unies en Guinée. Donc il y a des demandes, il n'est pas impossible que le médiateur lui-même finalement le recommande, ou des forces de l'Union africaine, mais avec mandat des Nations Unies. Donc il y a une forte demande de la part des acteurs aujourd'hui. Et c'est peut-être pas une queue de comète, mais c'est peut-être effectivement des modes opératoires un peu répétitifs et sur lesquels on ne réfléchit pas suffisamment sur ce que ça signifie, puisque si on dresse le bilan, Christian Troubet vient de l'évoquer, le bilan d'un certain nombre de ces opérations, il est, disons, mitigé. Certaines ont quand même eu des résultats, mais beaucoup d'entre elles ont des effets très limités, voire tout à fait contre-productifs. Il y a aussi des forces des Nations Unies en Haïti, enfin il y en a dans vraiment beaucoup d'endroits. Daniel Karen? Ouais, c'est vrai que là on touche à quelque chose d'assez compliqué, mais je pense souvent parce qu'on a tendance à un peu confondre l'action humanitaire et puis finalement la résolution des conflits. Ou à penser que parce qu'on fait de l'action humanitaire, et de l'action humanitaire de bonne qualité, les choses vont s'arranger comme par enchantement, et qu'on est une espèce qu'on participe d'un coup de baguette magique qui peut amener la résolution des conflits. C'est absolument faux. En revanche, je pense que les situations de post-conflit seront d'autant plus faciles à gérer sur le plan de la reconstruction si les règles de droit international humanitaire sont respectées pendant la phase des conflits, pendant la phase d'hostilité. C'est évident que moins on casse de choses, moins on détruit pendant la phase de combat, plus la reconstruction sera facile. Là, je donne un exemple très concret mais réel. Lorsque des planificateurs militaires prévoient de mettre hors service, par exemple, une station d'épuration d'eau qui travaille pour l'armée de l'adversaire, on peut soit tout détruire, soit simplement détruire une partie de l'installation, voire juste l'alimentation électrique de l'installation, la laisser intacte et ensuite permettre qu'elle soit remise en service. Là, ça se passe pendant la phase d'hostilité, mais ça a un impact énorme sur la phase de reconstruction. Donc vraiment, penser conflit, post-conflit, reconstruction, on ne peut pas décomposer les choses de façon chronologique, gérer de façon dogmatique. Il faut vraiment prendre un peu la problématique dans son ensemble et déjà penser à la reconstruction pendant la phase active des hostilités. Philippe Riefmann et Néry. Oui, juste une phrase pour préciser ce que vient de dire Daniel Cohen. À quoi on pourrait imaginer pour certaines effectivement, sorties de conflits, c'est de recourir plus à des outils de médiation dans lesquels les sociétés civiles seraient beaucoup plus impliquées. Il y a quelques exemples, finalement, qui sont intéressants de ce point de vue. Et plutôt que mécaniquement s'adresser aux Nations Unies, on devrait peut-être réfléchir plus à des médiations et à l'implication des médiations avec les sociétés civiles.